une question vraiment qui me taraude par contre. Euh, Aujourd'hui, nous les musulmans, qu'est-ce qu'on paie, qu'est-ce qu'on vaut, quel est notre poids aujourd'hui sur l'échiquier géopolitique. Parce que des fois, en fait, des fois, on a des véhéments, surtout dans le monde arabe, si on va parler de Gaza aussi, parce que voilà, en même temps, donne-nous ton analyse sur Gaza, et c'est ça, parce que ma question est liée à ça, sur ce qui se passe aujourd'hui et depuis 70 ans. Euh, et c'est l'avis de mon cheikh aussi, et je suis d'accord, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a un discours qui est au-dessus, je trouve, hein. C'est pas par pessimisme, c'est pas par manque de foi ou non. C'est-à-dire qu'on a un discours des fois qui est au-dessus de ce qu'on vaut, de ce qu'on peut faire. D'accord? Donc moi, ma question là, s'il te plaît, c'est de dire sur l'échiquier géopolitique, qu'est-ce que pèsent les musulmans aujourd'hui? Est-ce que nous, aujourd'hui, on a la capacité, par exemple, euh, de, 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 de se débarrasser de l'entité sioniste comme ça, ou alors, d'un point purement géopolitique, bah, il va falloir du temps avant que ça se passe, d'accord? Mm. Et aussi, si tu peux, euh, au niveau aussi des hadiths, comme on sait que à un moment donné, on va se débarrasser d'eux sur cet instant. Donc, c'est pour ça, c'est le lien entre l'analyse purement géopolitique et le lien entre les grandes lignes que le prophète nous a données vis-à-vis de l'histoire. Donc, à ton avis, qu'est-ce que nous, on vaut géopolitiquement? Alors, déjà, pour commencer, il n'y a pas de musulmans dans le domaine géopolitique. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a pas un monde musulman qui pèse géopolitiquement. Il y a des États musulmans qui pèsent ce qui pèse, individuellement ou parfois coalisés, mais il n'y a pas un bloc musulman. Donc déjà, c'est pour ça que la lecture civilisationnelle de la géopolitique est totalement erronée. Prenez par exemple ce qui se passe en Arménie. En Arménie, vous avez des agressions récurrentes de l'Azerbaïdjan contre les Arméniens, donc qui sont chrétiens, mais les Azéris, eux, sont chiites, et ils sont soutenus par la Turquie, qui est sunnite, mais l'Arménie, elle est soutenue par l'Iran, qui est chiite, et qui est opposé à l'Azerbaïdjan, qui est aussi chiite. Donc déjà, vous voyez que la lecture, en fait, musulman contre chrétien, elle ne fonctionne pas, elle ne tient pas la route. Maintenant, pour ce qui est du Proche-Orient. Pour ce qui est du Proche-Orient, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais si on prend une photographie de ce qui se passe actuellement, vous avez quand même, bon, on va prendre au moins quand même depuis la Seconde Guerre d'Irak, vous avez une opposition entre un bloc, on dirait un bloc chiite, que certains géopolitologues appelaient le croissant chiite, c'est-à-dire Iran, Syrie et Hezbollah au Liban. Et puis, vous avez le bloc, disons, des pétromonarchies wahhabites qui ont financé des groupes dits rebelles, les groupes terroristes en Syrie et en Irak, qui étaient parfois en concurrence, hein. L'Arabie saoudite et le Qatar étaient parfois en concurrence. Et, en interne, vous avez aussi des conflits. Les frères musulmans qui avaient été soutenus à une époque par les Saoudiens se retournaient contre les Saoudiens, donc ils ont coupé les ponts, mais le Qatar a pris le relais, et ainsi de suite. Euh, quand les groupes terroristes financés, armés par les pétromonarchies wahhabites, les pays occidentaux et Israël, lorsqu'ils ont été vaincus par la coalition Iran, Hezbollah, État syrien, Russie, ça a bouleversé les rapports de force régionaux. C'est-à-dire que vous avez eu en 2017 le Qatar qui est passé du côté de l'Iran. Il y a aussi la dimension économique et financière, parce qu'il y a une, une réserve gazière qui est exploitée à la fois par l'Iran et le Qatar, mais c'est surtout parce que le Qatar a perdu la guerre en Syrie qu'ils se sont rapprochés de l'Iran
Il y a eu d'ailleurs une crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar pour cette raison. L'Arabie Saoudite menaçait même d'envahir le Qatar. Puis, il y a eu une négociation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et finalement, déjà, il y a eu des discussions en 2020 en Irak entre eux. Puis finalement, un rapprochement, un accord entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et dans ce contexte de basculement des rapports de force géopolitiques régionaux, bah, vous avez Israël qui s'est retrouvé isolé. Isolé parce que son ennemi iranien est plus proche de lui que jamais sur le territoire syrien. Vous avez les milices irakiennes Hashd Sha'bi qui sont contrôlées par l'Iran. Vous avez le Hezbollah qui est plus puissant que jamais. Le Hezbollah qui a défait Israël en 2006 eh bien, aujourd'hui, a une puissance de frappe et une expérience qui n'est absolument pas comparable avec le Hezbollah de 2006. Et s'ajoute à cela Israël qui arrive à se mettre à dos la Russie à cause de différentes crises, notamment la crise de septembre 2018, où un avion russe a été abattu à cause d'une manœuvre de l'aviation israélienne. Bref, et vous avez aussi la Turquie. Donc, si on prend le Proche-Orient, vous n'avez pas un Proche-Orient musulman, si on prend les différents pays musulmans, il n'y a pas un Proche-Orient de pays musulmans unis. Vous avez des États qui défendent des intérêts particuliers. Des fois, ils convergent, d'autres fois, ils divergent, et parfois même, ils sont carrément opposés. La Turquie, il faut pas oublier que, par exemple, l'Azerbaïdjan vend à peu près 50% de son pétrole, ouais, je crois, son pétrole à Israël. Ce pétrole-là passe par la Turquie. Ah ouais. À l'époque, quand Daesh exploitait le pétrole, euh, il le vendait aussi à la Turquie, qui le revendait à 70% à Israël. Donc, vous avez quand même une situation qui est complexe. On parlait de musulmans, de puissance géopolitique des musulmans, ne serait-ce que dans cette région-là, est un non-sens. Maintenant, Gaza. Ça, on va encore, on va, on va encore compliquer la chose. L'attaque du Hamas, bon, Hassan Nasrallah a dit qu'il n'était pas au courant. Moi, j'ai du mal à imaginer en fait une attaque pareille sans soutien extérieur. Je pense en tout cas qu'ils ont dû recevoir un soutien de l'Iran. Donc même le cas du Hamas est un cas très compliqué. Le problème, c'est qu'en Occident, on comprend rien et on nous demande de prendre position et d'avoir un discours clair sur le Hamas. Et c'est pas possible d'avoir un discours clair sur le Hamas parce que son histoire est compliquée, ses chefs ne sont pas tous alignés. Il y a eu quand même des évolutions pendant le printemps arabe et après le printemps arabe. Et les soutiens du Hamas, bon, ils sont pas innombrables. Multiple. Ils sont multiples, il y en a plusieurs. En tout cas, le Hamas est soutenu par le Qatar, mais il est aussi soutenu par l'Iran. Et l'Iran soutient le Hamas. Il y a eu des périodes de froid, hein. La période de la guerre en Syrie a refroidi la relation entre le Hamas et l'Iran. Mais l'Iran soutient le Hamas depuis les années 90. Mais ce n'est pas le soutien le plus important. Mais je pense que ce soutien a augmenté ces dernières années. Et ce qui explique la performance du Hamas le 7 septembre. Sans parler de sa performance là durant les combats, parce qu'on n'a pas trop de retours sur le détail. Et le fait qu'Israël accepte une trêve avec le Hamas signifie que sur le terrain, ça se passe très mal pour Israël. La guérilla urbaine n'a jamais été une spécialité des Israéliens.